Radio Clamart, le fil de l'actu, le lundi, mardi, 19h. Radio Clamart, bonsoir à tous, le fil de l'actu. Nous sommes le 16 octobre 2012 en compagnie de Garo, comme d'habitude. Salut Garo. Salut Stéphane. Comment vas-tu ? Je vais très bien. Ton acolyte n'est pas là aujourd'hui, Lounès travaille beaucoup actuellement. Oui, il garde les enfants, il est pas là. C'est ça. Ça va, t'as passé une bonne journée, t'es en forme ? Bah, j'ai encore un peu de choses à terminer à la maison à cause de toi, mais c'est pas grave. Est-ce que tu as été à la bibliothèque aujourd'hui ? Je suis à la bibliothèque. Alors, parce qu'on va beaucoup parler de bibliothèque, tu sais. Oui, j'étais à la bibliothèque Sainte-Geneviève, pour ceux que ça intéresse. Bonne d'accord. bibliothèque. Oh, bon, bah très bien. C'est dans Paris, je suppose. Oui, à côté du Panthéon. D'accord. Ouvert jusqu'à 22h, donc vous pouvez y aller. Il y a des bibliothèques ouvertes jusqu'à 22h. Je crois que c'est la seule qui doit être ouverte jusqu'à 22h, malheureusement. Et tu sais que dans les campus américains, c'est quasiment 7 jours sur 7 et jusqu'à 2h, 3h du matin, voire 24h sur 24. Voilà, et vous entendez la voix de Caroline, Simon qui est à ma gauche. Bonjour Caroline. Bonsoir. Caroline qui est directrice de la petite bibliothèque ronde, une bibliothèque très connue sur Clamart, mais pas que sur Clamart. Dans le monde entier. Dans le monde entier, on va y revenir. Et Julien Buche qui est parmi nous ce soir. Bonsoir Julien. Bonsoir Stéphane. Julien qui est le chef de service jeunesse sur la ville de Clamart. Voilà, qui s'occupe de tout l'aspect jeunesse. Oui. Tu connais un peu. Tu as fréquenté les clubs jeunesse Garo quand tu étais jeune. Oui. Oui. Bah oui, j'allais dire au siècle dernier, mais non, pas du tout. C'était bien dans les années 2000. Ouais. Alors, on va bien sûr énormément parler de la petite bibliothèque ronde. Notamment, Caroline a écrit un petit article qui est apparu dans un petit bouquin qui s'appelle La solidarité intergénérationnelle dans les bibliothèques. C'est bien ça. Intergénérationnelle dans les bibliothèques. Et on va parler de toute cette notion d'accès à la culture et ce que tu proposes, Caroline, au sein de la petite bibliothèque ronde. Voilà. Tout va bien ? Tout va bien. Voilà. Bien. Nous allons aussi aborder l'actualité avec Garo. On va parler de pas mal de choses, notamment du cannabis. Oui. On va en parler. Non pas que je sois un connaisseur, mais c'est un sujet qui fasse l'actualité. C'est ce que tu veux dire. Le sujet qui fait l'actualité. Bien sûr. Avec le propos Vincent Payon il y a quelques jours. Entre autres, hier. Sur la dépénalisation, c'est bien ça. Voilà. Boris s'est fait un petit peu taper sur les doigts par le président de la République. C'est par Jean-Marc Ayrault, je crois. Et par le président lui-même aussi. Par le président également. Un petit coaching. On va parler de France-Espagne. Je le rappellerai. Combien va-t-on perdre ce soir ? Je crois que ça va être un petit peu ça. Et on va parler du débat qui a lieu aux États-Unis, encore l'Amérique. Tu en parlais il y a quelques secondes avec Barack Obama et Mitt Romney. C'est le dernier débat ce soir. Après, le premier tour a été perdu par Barack Obama. Il n'y a pas 3 débats ? Là, c'est le deuxième en tout cas. Peut-être. Donc non. Oui, il y en a encore un dernier. D'accord, il y a un troisième débat. En tout cas, il y a un débat important ce soir parce que les élections américaines, finalement, c'est dans quelques jours. Sachant qu'il a perdu la première manche, selon les experts. Selon les observateurs, c'est ça. Caroline, alors, on va réveiller tout le monde. Caroline Simon, donc, qui a un petit parcours sur Caroline, qui est bibliothécaire jeunesse, je vais essayer de bien m'exprimer. Elle a étudié les sciences de l'information en France et en Angleterre. Quelques mois en Angleterre ? Quelques années ? Une année. Donc tu es parfaitement bilingue ? Absolument. Bon, très bien. Elle travaille pour la petite bibliothèque ronde associative jeunesse depuis 4 ans et on a pris récemment la direction, effet, une jeune directrice. Cette structure accueille des enfants de 0 à 12 ans et a pour vocation la recherche dans le domaine de la médiation culturelle, notamment autour des supports numériques. Ça, on va en parler aussi. Alors la petite bibliothèque ronde, c'est quoi exactement ? Qu'est-ce qu'on y fait ? Voilà, tu peux nous décrire un petit peu cette structure qui est connue dans le monde entier, a priori ? Oui. La petite bibliothèque ronde, c'est une bibliothèque associative qui accueille des enfants, mais qui accueille aussi des familles. C'est très important, parce que l'intérêt, c'est de toucher aussi les parents. On a la vocation d'accueillir les enfants donc des premiers mois. À partir de 3 mois, ils sont tout à fait capables de prendre un livre, de comprendre ce qui se passe, en tout cas. Jusqu'à à peu près 12 ans, 14 ans, enfin l'entrée au collège, quoi. L'idée, c'est de les accompagner tout au long de ce parcours et de voir ce qu'on peut faire avec des livres, mais aussi avec plein d'autres supports. L'idée, c'est aussi de rentrer dans un lieu qui s'appelle une bibliothèque, même si on ne lit pas forcément. Donc on peut aussi jouer aux dames, aux échecs, jouer aux jeux vidéo, regarder des films. Voilà, il y a plein d'autres supports culturels qui sont disponibles. Donc ces bibliothèques au sens large, l'idée c'est aussi que les enfants aient une bonne image d'un lieu qui s'appelle bibliothèque, qu'ils auront fréquenté quelques années, quitte à s'en couper pour y revenir plus tard, adultes. Voilà.
Garo, tu as fréquenté cette bibliothèque quand tu étais jeune? Oui, d'ailleurs, j'ai une première question. Là, est-ce qu'il y a encore Sainte-Geneviève Et maintenant, il va à Sainte-Geneviève. Oui, parce qu'il n'y a pas les livres dont je recherche. C'est vrai ne sont pas la petite bibliothèque. Ne sont pas la petite bibliothèque ronde. Donc, c'est-à-dire que la partie où les livres étaient plus réservés, les romans de 12 à 17 ans, cette partie-là n'est plus disponible. Alors en fait, on les a toujours en réserve, mais ils sont moins en rayonnage, puisque du coup, on axe sur un public plus jeune. Plus jeune, d'accord. On peut nous les demander. L'idée aussi, c'est de centrer sur un public plus jeune pour pouvoir proposer une offre intéressante pour ces âges-là et moins s'éparpiller sur une tranche d'âge plus large. On a quand même un local qui est petit, donc on renvoie très facilement vers la médiathèque de Clamart, qui est beaucoup plus fournie en livres que nous. Ouais. Donc on renvoie assez facilement les gens là-bas. Moi, j'ai mes premiers souvenirs, les romans d'Agatha Christie. Je les avais découverts là-bas. Et c'était un très beau souvenir. C'est bien, c'est un parfait exemple, Garo, quand même, de réussite au niveau de la lecture. Parce que maintenant, il fréquente beaucoup la bibliothèque. Je suis obligé aussi. Notamment dans ton ouvrage, tu parles du lien intergénérationnel puissant qui se tisse entre les enfants qui fréquentent la bibliothèque et les bibliothécaires. Ouais. Tu peux nous en dire plus là-dessus? Ni amis, ni famille. Ces adultes ne se positionnent pas dans un rôle d'enseignant, mais dans une position de partage. Voilà. L'idée, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'enfants qui viennent tout seuls à la bibliothèque, puisqu'on accueille les enfants dès 6-8 ans, ils peuvent venir absolument tout seuls, sans leurs parents. Ou quelquefois, ils sont accompagnés de leur grand frère ou de leur grande sœur. Dans ces cas-là, on est encore plus jeunes. Et donc, l'idée, c'est de les accompagner vers la lecture. Et donc, c'est des enfants qu'on voit très régulièrement, qu'on peut voir jusqu'à plusieurs fois par semaine. Donc ce lien se crée assez naturellement en fait. Et l'idée c'est qu'ils aient des adultes avec qui ils puissent échanger, qui soient pas forcément des parents, donc dans un rôle quelquefois un peu compliqué, surtout à certains âges, qui soient pas un enseignant. Donc on est vraiment dans un rapport peut-être pas d'égal à égal, mais en tout cas vraiment de réciprocité. C'est-à-dire que nous, effectivement, on peut leur apprendre des choses, leur transmettre des choses, mais on apprend aussi des enfants qui viennent. Dans ton ouvrage, tu nous dis quelque chose, et là Julien pourra rebondir avec Garo. On constate que les enfants que nous côtoyons ont peu d'ambition concernant leur avenir. Pas de rêve de cosmonaute ni d'archéologue. Et donc du coup, les objectifs de la bibliothèque ronde, c'est aussi peut-être leur permettre de rêver un tout petit peu et de. Ouais, ça c'était un constat qu'on a fait en fait au fil du temps. Et, au bout de quelques années, on s'est dit mais en fait les enfants quand on leur demande ce qu'ils veulent faire plus tard, ils savent pas trop, ou ils ont pas vraiment une idée. Enfin voilà, ou alors c'est des choses très très lointaines, ce qu'on peut comprendre d'ailleurs, ils sont encore jeunes. Mais l'idée c'était aussi de leur faire rencontrer d'autres personnes qu'ils n'auraient pas forcément croisées. Qui ont des métiers différents et qui viennent parler de ce métier-là. Dont une costumière de l'Opéra de Paris, voilà. Avec ses costumes. Il n'y a pas eu de cosmonaute a priori. Il n'y a pas eu de cosmonaute, mais on le cherche. Un pompier de la caserne de Clamart, qui avait ses enfants à la bibliothèque. Donc une traductrice. C'est confiance en soi, c'est de redonner confiance aussi. L'idée de montrer d'autres parcours. Donc vous sortez aussi des livres finalement. Il n'y a pas que ça reste un petit outil. Mais de toute façon, la bibliothèque, à l'époque, on appelait ça la joie par les livres, donc la petite bibliothèque ronde, accueillait très souvent, j'imagine qu'elle le fait encore aujourd'hui, des intervenants extérieurs, ne serait-ce que pour la lecture de leurs propres ouvrages ou de poèmes ou d'ouvrages français assez connus. Et je m'en souviens qu'à l'époque, ça faisait quand même 30, 40 gamins qui étaient là, qui écoutaient, et ça avait un véritable succès. Donc, c'est la bibliothèque, de toute façon, pour se diversifier de nos jours, toutes les bibliothèques, je parle municipales, elles offrent autre chose qu'uniquement l'accès aux livres. Il doit y avoir quelque chose, sinon ça tient pas. Ça tient pas. Ça tient pas. Le public ne peut pas venir. Et aux Pays-Bas, ils appellent carrément ça le louer à un bibliothécaire, où en fait ils peuvent prendre rendez-vous avec un être humain bibliothécaire pendant un quart d'heure, 20 minutes, et parler d'un sujet comme ça qu'ils auraient prédéfini à l'avance. Et c'est carrément un service qui existe officiellement chez eux. Donc c'est vrai qu'en effet, on se rapproche complètement de l'humain et de l'échange et du partage. Voilà. D'accord. Vous développez aussi le dimanche numérique. Donc ça m'intrigue un tout petit peu. C'est quoi exactement? Alors c'est une animation qui se passe une fois par mois. Donc comme tous les dimanches, on a une animation, tous les dimanches après-midi. Une fois par mois, c'est réservé vraiment à une animation autour des nouveaux supports numériques. À la fois pour que les enfants s'amusent, parce que c'est un super moment à partager. Vous avez des iPads, c'est ça? On a notamment des iPads, on a des consoles de jeux.
Bien comment tu ramènes le jeune public, Stéphane, c'est bien, on voit. Ah non, mais alors là, pour le ramener... L'idée aussi, c'est qu'ils partagent ça avec les parents, parce que c'est un dimanche après-midi, et donc c'est un moment familial et convivial. Parce que, mais les consoles de jeux, c'est pas du tout, du coup, à l'inverse du livre. Enfin, ouais. Alors pour nous, l'idée, c'est... Il y a des écoles qui refusent, encore aujourd'hui. Ouais. C'est de partir sur toutes les histoires et toutes les formes d'histoires possibles. Donc les histoires, on peut les trouver dans les livres. On faisait déjà des projections de films depuis longtemps, qui sont une façon de découvrir des histoires. Quelquefois, c'est des adaptations de livres. Hein. Le jeu vidéo, beaucoup racontent des histoires, même des histoires succinctes. On est beaucoup dans cette... c'est stimuler l'imaginaire, en fait. Quoi. Exactement. Donc ça peut être un premier pas pour partir vers d'autres choses, vers des histoires... On en parlait souvent, Garo, pour venir justement aux jeunes et le fait de ne pas pouvoir se projeter. Est-ce que tu es d'accord, Julien, là-dessus, sur un petit peu le diagnostic du jeune, que veut le jeune aujourd'hui mais ce côté un petit peu, j'ai 12 ans, j'ai 13 ans, je sais pas très bien ce que je vais faire dans la vie, je sais pas ce que j'ai envie de faire, enfin, ce problème de motivation, de confiance en soi, de valorisation, ces choses-là. C'est vrai que je suis pas un sociologue de la jeunesse, mais c'est vrai que passer le cap de je veux être pompier, je veux être policier, je veux être docteur, chose qui apparemment n'a même plus forcément cours chez les plus jeunes. Quelquefois, c'est bien de rencontrer un vrai pompier pour voir ce que ça fait vraiment d'être pompier. Quand il n'y a pas le feu à la maison. Donc c'est vrai qu'une fois que je pense qu'ils sortent un peu des projections liées effectivement à l'imagination de l'enfant, qui est liée au jeu symbolique, qui vient du jeu symbolique, hein, je joue au docteur, je veux être docteur, etc. Il y a peu de choses effectivement, j'avoue, qui seraient prêts à stimuler réellement une projection de près ou de loin professionnelle. Alors après, ça pose la question de est-ce qu'un môme à 12 ans doit être déjà dans ce trip-là, doit être déjà dans une projection professionnelle de son avenir. Alors je dis ça, le système nous pousse quand même à le faire. La refonte de l'école actuelle va plutôt dans le sens de s'intéresser quand même à des parcours de plus en plus individualisés, de plus en plus jeunes. Moi, je ne sais pas si c'est la clé. Mais en tout cas, c'est déjà une réponse à un besoin d'inscription et de situation. Alors professionnel, je sais pas. Si ça peut effectivement au moins les aider à les stimuler sur des centres d'intérêt, pourquoi pas. De là, vouloir leur coller tout de suite une étiquette métier, je pense qu'on n'y arrivera pas une fois qu'ils auront fini ou une fois qu'ils seront en plein, j'ai envie de dire, peut-être un peu dans leur adolescence. Je dis ça parce que même, imaginons que ça soit très structuré jusqu'à, 12-13 ans, la préadolescence. Après, il y a un peu la crise ado. Donc, qu'est-ce que qui se passe chez moi? Qu'est-ce que c'est que ces transformations? Qu'est-ce que c'est que ces hormones? Et c'est plus leur sujet de priorité. Ce n'est pas ça, là. Ouais. Mais justement, moi, tu parles du système, ce que la bibliothèque est faite pour amener l'enfant à réfléchir sur son avenir professionnel. En tout cas, pour moi, la bibliothèque a toujours été un lieu, avant tout, l'endroit où on peut travailler, notamment les devoirs scolaires. Et lorsque je travaillais dans cette bibliothèque, plus jeune, les bibliothécaires étaient tout à fait disponibles, au contraire, à m'aider, notamment dans les matières d'histoire ou de sciences humaines, à réaliser certains projets. Et je pense qu'il faut pas non plus oublier, il y a effectivement le côté un peu ludique et puis ouverture au monde, à l'imaginaire à travers les livres. Mais la bibliothèque, c'est aussi peut-être pour certaines jeunes personnes, le seul endroit où on peut travailler convenablement. Donc il faut aussi peut-être mettre l'accent là-dessus. C'est un lieu où la culture et le travail peuvent coexister. Complètement. Non, on allie vraiment les deux. Enfin, c'est vraiment intéressant. Par exemple, le mardi soir et le jeudi soir, les enfants viennent essentiellement pour faire les devoirs. Et donc là, effectivement, on est prêt à les aider, même si les parents peuvent pas forcément derrière. On est là pour ça. De l'accompagnement scolaire, un petit peu. Ouais. De fait, parce qu'en fait, on fait ce que demandent les enfants dans la pratique. Donc, s'ils ont envie de lire une histoire, on lit une histoire. S'ils ont envie de faire leurs devoirs, c'est pas mal aussi. Donc, on les accompagne aussi là-dessus. Tu dis aussi, en effet, le théâtre souffre encore parfois de trop de méconnaissances. Le théâtre, comme les bibliothèques, les cinémas, les musées, sont trop souvent des espaces qu'intimident, on l'a dit tout à l'heure. On va parler aussi des projections de films qui sont faites. Ouais. Ça, c'est quand? C'est régulièrement? En fait, ça dépend des programmations mensuelles. C'est pas une animation régulière, mais on peut retrouver au fil des mois. On en fait une tous les 2 mois à peu près. D'accord. Le dimanche après-midi. C'est sympa. La petite bibliothèque ronde. Tu veux revenir sur son histoire? Oui, on va revenir sur son histoire, parce que c'est une histoire un peu très atypique à la petite bibliothèque ronde. Il faut savoir que c'est une structure qui est classée. Alors en fait, on est dans un bâtiment qui est classé monument historique depuis 2009 et qui était un bâtiment qui a été construit en 1965 pour accueillir une association qui s'appelait à l'époque La Joie par les livres, qui a été créée par Geneviève Patt et qui était une association qui avait pour but de promouvoir vraiment
les livres et la lecture auprès du jeune public, qui était une chose qui se faisait pas beaucoup à l'époque. Il y avait à Paris une bibliothèque qui s'appelle L'Heure Joyeuse, et qui s'appelle toujours L'Heure Joyeuse, qui avait été créée en 1924 pour réfléchir aux livres jeunesse, mais il y avait très peu de production jeunesse encore dans les années 60, essentiellement des traductions de livres jeunesse américains. Et voilà, et la production s'arrêtait à peu près là. Donc l'idée, c'est que Geneviève Path a demandé à tous les pays. Geneviève. Ouais. C'est Geneviève. C'est ça. On est dans le monde des bibliothèques. On n'a pas suivi. Pardon. Voilà. Et donc elle a demandé à énormément de pays dans le monde entier des livres pour fournir cette bibliothèque. Donc du coup, ça s'est retrouvé avec un fonds de livres extrêmement intéressant. Et du coup, l'idée, c'était aussi de faire plein d'ateliers autour de ces livres. Donc il y avait des ateliers d'art plastique, des ateliers de typographie, des ateliers d'à peu près tout. Voilà, pour les enfants. Donc ça, c'était quelque chose de très nouveau à l'époque. Et ça a duré comme ça jusqu'à les années 2000 passées, puisque La Joie par les livres a aussi une activité de critique de littérature jeunesse. Et maintenant, ils sont à la Bibliothèque nationale de France. Et en 2000... J'ai ma carte. C'est bien. Je tiens à le dire, voilà. Très bonne bibliothèque, très bien aménagée. La petite bibliothèque ronde, à nouveau fondée par Geneviève Path, a repris le relais du lieu bibliothèque de terrain, en fait. Et La Joie par les livres s'est concentrée sur la partie critique de littérature jeunesse et formation, d'ailleurs, qui sont de très bonne qualité. Voilà. Et paraît-il que l'impératrice du Japon... L'impératrice du Japon est venue visiter dans les années 80 la bibliothèque. Ouais. Et on a encore beaucoup de Japonais, de bibliothécaires japonais qui, dès qu'ils passent en Europe, passent nous voir. Parce que c'est dans les guides japonais que viennent en France. Voilà, incroyable. C'est vrai, voilà, mais on a aussi des gens de Bolivie et puis des gens d'à peu près toute la France. C'est vrai que dans le monde des bibliothèques, c'est assez. On met en perspective, c'est dire que l'impératrice du Japon est venue à la cité de la Plaine. Bah oui, ça a de la classe. Il y a une quand même. petite plaque souvenir, non? Non, mais on a des photos. Ah ouais. On pourra les mettre sur le site, on aimerait bien les avoir. Alors, on a rencontré Caroline la semaine dernière, au sein de la petite bibliothèque ronde, et ce qui est incroyable, c'est que même le mobilier est classé. Ouais. C'est-à-dire que les fameuses tables et chaises en bois sont cultes pour ceux qui pas les changer. En fait, la plupart, effectivement, quand ça a été meublé meublé avec du mobilier du designer finlandais Alvar Aalto, qui était un designer finlandais des années 30. Le concurrent d'Ikea. Et qui a fait des lignes de meubles particulièrement intéressantes. Et donc toute cette partie-là, effectivement, est aussi classée à l'inventaire des monuments historiques. Et la particularité, c'est la petite bibliothèque ronde, c'est que c'est rond, en fait. C'est ça. Il y a 9 oui, mais tu sais qu'il y a aussi beaucoup de choses aménagées en sous-sol. Hein. On voit que l'extérieur. C'est les bureaux. Les bureaux et tout. J'ai eu l'occasion. Attends, mais j'ai eu l'occasion. J'ai fait un stage d'une semaine là-bas. Il y a maintenant presque 10 ans. Un peu surélevé et un niveau enterré. Ouais, c'est ça. Sous-sol. Comme une espèce de nénuphar. C'est ça. C'est drôle. Alors même s'ils veulent planter un clou, c'est pas possible. Il faut avoir une autorisation. C'est compliqué. Et si tu casses une chaise, du coup. il faut pas casser une chaise. Faut pas casser. Mais c'est super solide. De toute façon, c'est un Argentin, un Péruvien, c'est un Chilien. Un Finlandais. Pardon, un Finlandais. C'est pareil. On n'est pas très loin. Il était très fort. De toute façon, ils sont forts, ces nordistes, pour faire des meubles. Ouais, le design, c'est leur truc. C'est ça. Et ils en rattrapent là. Voilà. Alors, juste, vous vivez comment? Vous avez des subventions? Oui. Des comment? Enfin, voilà, c'est ça, subvention de la ville, je suppose. La mairie de Clamart, une grosse partie. La mairie de Clamart, le bâtiment et 2 postes. Et on est à 50% de financement public et 50% privé. Privé, c'est des donateurs du monde entier ou... Ouais. Mécène. Du mécénat d'entreprise. Alors, si moi demain je veux verser 50 € à la Joie par les livres, c'est possible. À la petite bibliothèque ronde. Oui, bien sûr. Et c'est très possible. Moi, j'ai une question. Je fais un courrier, j'envoie le chèque et puis voilà. Récemment appel aux dons. Un appel aux dons sur le site internet de dons de livres, notamment. Donc, vous pouvez donner les livres jeunesse, ou pas jeunesse d'ailleurs, parce qu'on les redonne aussi à d'autres associations. Mais carrément, je peux vous en ramener. Moi, voilà, vous allez prendre et on a des dons en nature, donc, et des dons, il y a des gens qui font des chèques aussi. Julien, tu voulais dire quelque chose? Oui, sur le mécénat d'entreprise, je voulais savoir quels étaient, par exemple, les engagements réciproques, ou pourquoi une entreprise, en fait, financerait la bibliothèque ronde. Alors, il y a des entreprises comme, par exemple, la SNCF, qui font des appels à projets, qui ont entre autres pour but de soutenir des associations qui se battent contre l'illettrisme, par exemple. Ça, c'est dans la mission de la Fondation SNCF. Donc il y a des entreprises comme ça.
Il y en a d'autres, c'est probablement pour de l'image aussi. Bon, voilà. Il n'y a pas vraiment de réciprocité pour l'instant. Et c'est plutôt des partenaires sur longue durée, enfin je veux dire qui renouvellent par exemple leur engagement financier sur plusieurs années. Qui sont plutôt fidèles, oui. Ils sont plutôt fidèles. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est souvent quand on rend pas un livre dans une bibliothèque, on a une petite amende, on vient vous chercher, etc. Une petite bibliothèque ronde. Si le livre ne revient pas, eh ben c'est pas grave. Enfin, je dis pas qu'il faut prendre tous les livres. Non, ouais, mais le discours. Non, mais c'est que le livre vit dans un foyer. Il est quelque part de toute façon, et c'est aussi. Ou alors il tient un meuble, c'est aussi autre chose. Mais il est au moins aussi utile. Oui, du coup. C'est vrai. L'accès à la culture, comme quoi, il est utile. C'est pas mal. Enfin, je trouve que l'idée. D'ailleurs, ça se fait de plus en plus dans les métros. Vous avez déjà vu ça? On laisse des bouquins sur. Il y a des associations qui font traîner ça exprès, Du book crossing. J'ai jamais vu ça. Exactement. Sur quelle ligne? Pas la tienne. Il y a carrément des réseaux où on peut poser l'étiquette du livre. On met un livre, on met une étiquette dedans. Si on tape book crossing sur internet, on les trouve très facilement. Et donc, on peut suivre le parcours du livre parce que chaque personne qui va avoir le livre et le lire, enfin, ou le regarder, il le laisse dans le wagon, quoi. Peut taper le code sur internet et savoir qui avant l'a trouvé et où. Donc, on suit le parcours du livre comme ça. C'est des livres qui se promènent. Ouais. Mais alors vous, du coup, par rapport, par exemple, aux règles de fonctionnement, vous mettez pas comme préalable, enfin, est-ce que c'est pas un peu paradoxal, justement, d'être plutôt tolérant et souple sur le fait de... C'est très lié à la confiance qu'on a. On connaît bien les enfants, donc ils reviennent, en fait. Il n'y a pas de problème. Les livres reviennent. On n'a pas de portail de sécurité non plus, en fait. Mais non, mais bon, ça représente pas une perte réelle pour la bibliothèque. C'est une perte qui est importante financièrement, parce que le livre, et notamment le livre jeunesse, coûte cher. Les albums, ça coûte cher. Ça coûte plus cher qu'un livre de poche. Quand c'est autour de 15 € aussi, c'est important. Après, nous, on estime que la perte, ça vaut le coup. Parce qu'un bon album que les enfants veulent pas ramener parce que visiblement ils les aiment beaucoup, c'est au moins aussi intéressant qu'ils le gardent chez eux et qu'ils le relisent chez eux et puis à leurs frères et sœurs. Et puis c'est un livre qu'ils vont beaucoup aimer, donc celui-là, ils le garderont longtemps, que de le faire passer à la bibliothèque. Et c'est aussi pour ça qu'on fait des appels aux dons, c'est pour nous fournir en livres derrière. Au niveau des albums, les historiques ont toujours la cote, type Tintin, Astérix, Dorgal, Pirou et Fantasio. Ou les Billes. Ah, j'adorais vous les Billes. Alors, ça se dit toujours, oui. Nous, on n'a pas des très grands lecteurs de bande dessinée. Ça sort un peu, mais pas tant que ça. C'est plutôt pour les plus petits. Moi, je suis plutôt impressionné sur cette idée donc qui appartient a priori à votre concept même et à la philosophie de la bibliothèque, d'être tolérant, par exemple, sur les livres qui reviennent pas. Et du coup, je me dis, finalement, vous n'avez pas forcément donc trop d'axes. Vous travaillez pas forcément trop sur la responsabilisation liée à l'objet. Il y a beaucoup cette idée de responsabilisation. Ça, je vous le dis à vous, mais je le dis pas aux enfants. On récupère pas les livres. On dira rien. Ça reste entre nous. Donc voilà, l'idée c'est effectivement, on fait tout pour les récupérer. Si jamais on voit que ça passe pas, voilà, on va pas aller toquer chez les gens et dire vous avez une amende et on veut que le livre revienne. Ou alors vous rajoutez, le parce livre que il passe quoi. Quand vous donnez le livre, lorsque la personne l'emprunte, vous mettez sûrement un marque-page dedans avec la date et vous mettez la culture se partage. Et peut-être que c'est une petite phrase et peut-être les gens. Je pense qu'on le dit. À peu près. Souvent assez bon. Peut-être pas comme ça, mais pas loin. Alors il y a un projet intéressant que vous faites avec l'association ARP, bien connue sur le Haut-Clamart. Ça s'appelle Autour du Puits. Tu peux nous en dire un petit mot? Autour du Puits, c'est un groupe de femmes qui se sont réunies il y a 3 ans maintenant, dans l'idée de partager des choses et notamment de partager de la culture qu'on a tous et que ce soit bien réciproque. L'idée, c'était pas qu'elles viennent à la bibliothèque, ces femmes-là, pour apprendre quelque chose de nous, mais pour vraiment qu'on partage tous et qu'on apprenne les uns des autres. C'était aussi une idée intéressante pour faire venir des parents à la bibliothèque, parce que c'est une époque où on avait assez peu d'adultes. Donc c'était une façon aussi de faire rentrer les gens dans la bibliothèque. Et du coup, voilà, le projet s'est constitué surtout autour de la création d'un livre de cuisine. Donc l'idée, c'était que les mamans, elles viennent avec un truc qu'elles savaient faire et qu'elles savent super bien faire, c'est quand même la cuisine. Donc on s'est régalé pendant 2 ans à venir tous les mois faire la cuisine à la bibliothèque. Et puis c'était une occasion pour nous de partager. Si ça, c'est pas misogyne. Avec elles, ouais, complètement. Sa mère fait bien. Ouais, c'est ça. Non, comment tu parles de ma mère, toi? C'est vrai. Ouais. Donc, moi, il y en a qui reviennent plus quand je fais le thé maintenant. Très bien. Dernière chose, le musiconte. C'est quoi exactement le musiconte? Le musiconte, c'est un conte musical. Bravo, merci. C'est quelque chose qu'on fait avec une association
qui s'appelle l'Aventure en musique, qui est une association de flûtistes. Mais ça se fait aussi avec d'autres musiciens. C'est un peu en fonction des rencontres qu'on fait. Ça se fait de toute façon tous les ans avec l'Aventure en musique, qui sont des flûtes traversières qui répètent à la bibliothèque le samedi. On leur prête une salle et du coup, 1 fois par an ou 2 fois par an, ils nous font un concert. L'idée, c'est d'entrecouper ce concert avec des lectures ou des contes, puisque certaines des bibliothécaires de la bibliothèque sont des conteuses. Donc voilà, d'entrecouper ça, et du coup, c'est vraiment un moment agréable, voilà, pour toute la famille. Alors, est-ce qu'il y a toujours le fameux livre... On a eu des viols de gambes aussi. Gros succès. J'ai mal compris. Viols de gambes. Des viols de gambes. Ah oui, d'accord. Ouais. Ça avance sur l'actualité. C'est un instrument de musique. Voilà. Le matin du monde. Alors, est-ce que Et les enfants ont pu tester les viols de gambes après, ce qui était intéressant, quoi. Voilà. Bien. Pardon. Attends, j'avais une Coupé. question. Oui, t'avais une question, mais tu as question. perdu le fil. Non, mais au fil de l'actu, je vais le retrouver. Oui. Le fameux livre où on peut écrire nos vœux, Livre des d'or. livres qu'on souhaite que la bibliothèque s'approprie existe toujours, j'imagine. Alors, c'est plus un livre, c'est une boîte à idées, mais ça existe toujours. Boîte à idées, d'accord. Et Ouais. en Il y général, a vous des répondez petits pages. favorablement, plus Oui, en De toute façon, général. dans n'importe quelle bibliothèque, si tu veux commander un livre, tu as le droit, non? Enfin, tu Oui. peux le faire. Enfin, Ça dépend, ça bon, dépend. d'accord. Non, Pas bah, cette quand les enfants demandent un livre, en général, on est tout à fait favorable. Mais c'est impressionnant quand même parce Après, que. quand ils demandent de changer la couleur des murs, Oui, on c'est peut plus pas. compliqué. C'est quoi. classé. Bah, voilà. On saurait pas que c'est une bibliothèque et on n'écouterait que tous les projets finalement qui sont en cours. On ne devinerait même pas que c'est une bibliothèque en fait. Ouais, bah, c'est souvent ce qu'on nous demande, quelle est la différence avec un centre C'est une start-up, socio-culturel. en fait. Oui, une start-up. Bah, l'idée, c'est aussi que ça s'appelle bibliothèque. Symboliquement, c'est quand même fort. C'est aussi un endroit où il y a des livres partout. Et c'est un endroit où on fait des passerelles en permanence quand même entre le livre et autre chose. Ou autre chose et le livre plutôt. Ça dépend des moments. Donc voilà, donc c'est essentiellement ça. Pour moi, c'est très important que ce lieu il s'appelle encore bibliothèque et que les enfants ils aillent à la bibliothèque, même s'ils font autre chose, même s'ils entendent une histoire d'une oreille, une histoire un peu lointaine qu'on lit à quelqu'un d'autre et que eux ils jouent aux dames pendant ce temps, c'est pas un problème. Un jour peut-être ils y reviendront. C'est quelque chose, c'est du long terme aussi. Sur la C'est de conception même du livre, pardon, ça m'intéresse. Vas-y, Je trouve vas-y. ça, le concept passionnant. Par rapport au livre, est-ce que, par exemple, il y a des écrivains dans lesquels vous vous retrouvez en termes de philosophie du livre? Il y en a quand même beaucoup qui ont milité pour telle posture éducative sur le livre. Le livre, ça doit servir à ça. Bon, je pense évidemment beaucoup à Daniel Pénac, qui a été un des premiers à L'œil du mettre un loup. pavé dans la mare. Mais On a est-ce que, tous par fait ce- exemple, vous vous inscrivez dans ces logiques-là? Est-ce que même vous associez des écrivains pour défendre ce type de modèle? Alors des écrivains particuliers, il y en a certains avec qui on a travaillé. Il y a des Proust, associations aussi qui militent pour le livre, notamment en faveur des tout-petits. Il y a l'association Accès qui est très Accès. intéressante là-dessus. Oui, A2CES. Qui est une association qui milite vraiment pour l'accès dès la plus tendre enfance au livre. Mais il y a aussi des écrivains et chercheurs comme Serge Boimard, qui sont des gens qui réfléchissent sur comment on nourrit les enfants avec du conte et du conte parfois violent, qui sont des choses qui vont répondre à un quotidien. Enfin voilà, il y a toutes ces idées-là. Vous pouvez retrouver tout ça sur notre site internet, puisqu'on écrit nos projets et on les développe, puisque l'idée c'est que la bibliothèque est aussi subventionnée par le ministère de la Culture pour être un lieu d'innovation et de test finalement en bibliothèque. Donc c'est des choses qu'on teste, qu'on met en forme, qu'on met en mots, et qui, dans l'absolu, on serait très content qu'ils soient repris ailleurs quand ils marchent. Alors juste, j'ai On une question au niveau testait des horaires, parce qu'à chaque fois que je passe devant, vous êtes fermé. Non, c'est vrai. Mais Excellente alors, question. Ou alors je viens trop tard dans la nuit ou trop Non. tôt, j'en Alors sais notre rien. Mais... politique d'horaire, comme on est une bibliothèque pour enfants, Oui. on ouvre après l'école, le mardi soir et le jeudi soir, donc de 4h30 à 6h, ce qui est pas si mal. Le mercredi toute la journée, puisque Ah. les enfants sont encore libres toute la journée. Le samedi après-midi et le dimanche après-midi. D'accord. L'idée, c'est vraiment de cibler enfants et familles. Enfants et En famille. fait, le reste du temps, on fait des projets, soit justement avec l'association ARP, soit avec les Restos du Cœur, soit avec des tas d'autres gens. Voilà. Donc, on a aussi besoin de moments de fermeture pour faire ces projets-là, pour écrire, pour rédiger tout ce qu'on fait. Voilà. Parce qu'on a des sites internet, donc il faut aussi les alimenter avec ce qu'on fait le reste du Vous temps. êtes combien? L'équipe de Bibliothèque Ronde? On- Bibliothèque. Enfin, l'équipe, le staff, vous êtes combien? Alors, on est une équipe avec 6 temps plein, qui sont 2 personnes pour l'administration et 4 personnes qui sont sur le terrain. Un animateur multimédia et 3 bibliothécaires, dont je fais partie.
Et ensuite, on a des gens qui nous relayent vraiment, qui sont des gros soutiens, qui sont des gens qui sont à temps partiel. On a 2 mamans de la Cité de la Plaine qui se relayent pour faire l'accueil de la bibliothèque, qui sont des gros soutiens. Bénévoles ? Ah non, salariés. Salariés de l'association. Et on a aussi, on ouvre des postes de vacation pour les week-ends, qui sont essentiellement des postes pour des étudiants en général qui travaillent en semaine et qui permettent de soulager les permanents de semaine le week-end. Et qui fait du sang frais et qui fait du bien. Voilà. Je travaille à l'Assemblée, j'ai oublié, je n'ai pas le temps. C'est vrai. Le snob. Alors attends, il y a juste un métier que j'aimerais mettre en avant, c'est les couvreuses. Je sais pas si je prononce bien. Qui couvrent les livres. Qui couvrent les livres. Et j'ai déjà fait ça et c'est la galère. C'est pas les couvreuses. Je sais pas si c'est un terme officiel. C'est dans les fonctions de la bibliothécaire. Mais c'est une galère pas possible à bien faire ce truc, quoi. Bah oui, c'est vrai qu'il faut le faire. C'est vrai qu'il y a des petites mains derrière qui couvrent les livres. On a eu justement Mounira, qui est une maman du quartier, qui fait ça à merveille. Donc, qui est la personne idéale. Faut pas pour qu'il y ait ça. de bulles, tu sais. Les fameuses bulles, exactement. Ouais, Ah non, c'est une horreur. Elle fait ça parfaitement. Bon, très bien. Juste, on n'est pas obligé d'être Clamart-toi ? Absolument pas. C'est gratuit ? C'est gratuit, on demande aucun justificatif, ni de domicile, ni de rien du tout. Il y a juste un petit papier à remplir. On peut être un clandestin SDF, on peut... Complètement. C'est incroyable. C'est incroyable quand même. Alors juste, on va rappeler vos objectifs, favoriser les échanges professionnels à l'échelle nationale et internationale, anticiper l'évolution des pratiques, être un lieu d'observation d'action pilote. Et désespéré quand même. Pardon. Et lutter contre les inégalités d'accès à la culture. Ah bah ça, ce sera le sujet du débat juste après. On va parler de l'accès à la culture après une petite coupure musicale. Voilà, merci Caroline. Merci. Radio Clamart. L'accès à la culture, de nouveau sur Radio Clamart. L'accès à la culture, les inégalités. Voilà, c'est un petit peu le débat là entre nous, entre professionnels de la culture, de la jeunesse. Ça tombe bien. Et Garo...